Bien, bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire organisé donc par la commission Égalité Femmes-Hommes de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. La commission donc organise des webinaires régulièrement. Nous en avions un la dernière fois sur l'engagement des femmes. Aujourd'hui, nous allons parler femmes et Covid, puisque la pandémie mondiale a eu des conséquences, qu'elles soient sanitaires, sociales, économiques. Elles ont aussi été politique et dans tous les champs d'activité et dans tous les champs sociétaux. Elle a touché donc la population mondiale, elle a eu des impacts qui ont bien évidemment bouleversé nos vies, nos organisations. Donc notre commission Égalité Femmes-Hommes donc de la CRES a souhaité mettre l'accent sur les conséquences en termes d'inégalité de genre. L'histoire montre que les femmes sont toujours plus impactées par les crises, quelle que soit leur nature, et leurs droits sont très facilement remis en question. L'avis du Conseil économique, social et environnemental, donc je vous montre là la couverture, s'est attaché à documenter donc les effets genrés de la crise. Je remercie donc aujourd'hui Dominique Joseph qui est co-rapporteur de cet avis du Conseil économique, social et environnemental. Dominique Joseph est secrétaire générale de la Fédération nationale de la mutualité française. Elle est donc membre également du Conseil économique, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes du CESE et rapporteur donc au printemps de cet avis, au mois de mars, de cet avis sur crise égalitaire et inégalité de genre. Le Conseil économique a bien évidemment cherché à s'attacher forcément aux effets de la crise sur les femmes, finalement, et l'impact qu'elle pouvait avoir sur les femmes. Donc ma première question, Dominique, sera dans quelle mesure les femmes ont été plus exposées que les hommes aux retombées de la pandémie en termes de report de soins, en termes d'accès aux droits sexuels et reproductifs, en termes de santé mentale et sur le plan des violences faites aux femmes. Bonjour, merci de cette invitation et merci à celles et ceux qui suivent ce webinaire. Alors, effectivement, les femmes ont été touchées d'un nombre de domaines, on aura l'occasion d'y revenir, mais sur l'aspect santé et bien-être des femmes, quelques chiffres qui nous ont particulièrement marqués au cours, la sortie sortie du premier confinement. Je vais être très précise parce qu'il y a aussi tous les effets dans la durée qu'on ne pouvait pas, fin de l'année 2020, début 2021, mesurer. Alors, dans le domaine de la santé, ce qui nous a particulièrement marqué, même si chacun a été touché par la fermeture des consultations, par le fait que les hôpitaux se sont plus normalement attachés à prendre en charge les personnes atteintes de Covid, il n'empêche qu'au moment où l'accès aux soins, l'accès à la santé a été réouvert, à ce moment-là, ce que nous avons pu noter, c'est que les femmes ont moins recouru aux soins que les hommes. Par exemple, dans une enquête qui a été réalisée début de l'année 2021, 64% des femmes ont déclaré qu'elles n'avaient pas recours ou qu'elles n'allaient pas chez le médecin, alors pour elles et pour leurs enfants. Dans les raisons qui ont été évoquées, je pense qu'on peut le retenir, c'est que, elles ne voulaient pas surcharger soit les médecins, soit les services hospitaliers. Et par rapport à ces 64% de femmes qui ont déclaré ne pas avoir repris le chemin normal des soins, seuls 53% des hommes ont déclaré la même chose. On voit là déjà une différence entre 64 et 53. Dans le domaine des droits sexuels et reproductifs, il y a eu pendant la crise, alors avec un premier confinement et un deuxième confinement, là c'est le planning familial qui nous a alertés ou qui alerte sur les 320% d'augmentation des signalements de difficultés à l'IVG ou à la contraception. Même si on peut noter, parce qu'il faut aussi savoir être objectif dans ce domaine-là, que par exemple les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de dispositifs, y compris la possibilité d'obtenir la pilule du lendemain auprès des pharmaciens, les fermetures de services hospitaliers
puisque l'IVG est bien sûr pratiquée en clinique privée, mais quand même le maximum est pratiqué en service hospitalier, et bien là les services ont été fermés ou du moins ont été reconvertis, soit le personnel, soit les lits eux-mêmes, vers l'accueil des personnes atteintes de Covid. Donc là, sur l'atteinte à l'accès à l'IVG, donc 320% qui nous signalent de femmes qui nous disent avoir d'augmentation de difficultés. À ne pas nier, je vais me permettre de le dire, que l'accès à l'IVG qui est aujourd'hui un droit, il n'est pas si systématique que ça. Et alors même qu'on pourrait penser que c'est un chemin relativement simple ou facile, il y a quand même des difficultés et donc une augmentation de ces difficultés. Deuxième impact, alors peut-être qui croisent et la crise sanitaire, la crise économique et la crise sociale que nous avons connue, c'est en termes de santé mentale. Alors quand je dis santé mentale, c'est un ensemble, et sur cet ensemble, il y a par exemple, en ce qui concerne l'anxiété. Alors l'anxiété, elle est liée à l'inquiétude par rapport aux 3 pans que je viens de citer, mais elle est aussi bien marquée elle est plus marquée chez les femmes que chez les hommes. 25,6% des femmes ont avoué toujours en enquête, alors peut-être certains pourraient dire elles répondent plus facilement que les hommes, mais néanmoins ce sont des chiffres qui sont et des données opposables, eh bien 25,6% des femmes ont déclaré dans une enquête de l'INED qu'elles avaient une prévalence d'anxiété parce qu'inquiètes quant à l'avenir, inquiètes quant à l'avenir de leur conjoint, leur propre avenir, voire l'avenir des enfants. Et toujours pour mettre en parallèle l'expression des hommes, eh bien, ils ont été 19,4% à exprimer cette même anxiété. Donc 25,6 pour les femmes, 19,4 pour les hommes. Et à ce titre-là, il y a aujourd'hui un certain nombre d'évolutions sur la prise en charge de la santé mentale, puisqu'il y a eu ouverture des consultations de psychologues, et il est intéressant de voir que cette notion de santé mentale, de troubles, d'anxiété, de perte du sommeil, aujourd'hui, il y a un véritable besoin, puisque les femmes sont plus nombreuses à recourir à ces soins qui ont été étendus. Ensuite, un axe que nous avons étudié, c'est celui des violences. Alors, les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes. Il y a aussi un focus, nous avons pu le noter, sur les violences envers les jeunes femmes et envers les jeunes LGBTQI+. Donc, je vais un petit peu simplement signaler que par rapport à les violences faites aux femmes, puisque je vais faire un petit peu ce focus-là, eh bien, Brigitte Grésy a toujours expliqué, membre du Haut Conseil à l'égalité, que nous connaissons bien dans ce domaine-là, a noté que le fait de travailler, que les femmes puissent travailler hors de chez elles, avait été un vrai progrès. Eh bien, au moment du confinement, c'est l'inverse qui s'est passé. Et Brigitte Grésy, que nous avons auditionnée au CESE, nous a dit que là, il y avait un vrai danger, parce qu'il y avait même une régression, dans la mesure où hommes, femmes, des femmes sont restés à la maison, et que là, l'ambiance qui pouvait déjà être prévalente de violence, eh bien, s'est développée, et c'est comme ça qu'il y a eu 42% d'augmentation des signalements auprès des forces de l'ordre, des signalements de violences à domicile. Alors, nous avons essayé d'analyser, c'est plus 42%. Il y a deux aspects, une médaille à deux faces. La première face, c'est de se dire, comme il y a eu une grande sensibilisation autour de ces risques des violences intrafamiliales, plus de vigilance de la part des voisins, de la part de l'entourage, et aussi une meilleure réactivité de ceux qui enregistrent les plaintes. Néanmoins, on a quand même quelques exemples qui démontrent où il a été demandé aux femmes de décaler leurs plaintes après la crise. Mais c'est aussi que pour les femmes, eh bien, le fait de se retrouver sous le même toit que leur conjoint ou de leur conjoint,
et avec leurs enfants, quand on y rajoute la pression de tout faire en même temps à la maison, eh bien, un terrain favorable pendant les périodes de confinement pour justement cette augmentation des violences intrafamiliales. Alors certains pourraient rétorquer, et nous l'avons noté dans l'avis, qu'il y a eu moins de décès suite aux violences. Sauf qu'un des principes du passage à l'acte d'un conjoint violent ou d'un ex-conjoint violent, c'est quand il n'a pas la mainmise, entre guillemets, passez-moi l'expression, sur sa conjointe ou son épouse. Quand celle-ci peut prendre de la liberté. Et le fait que tout le monde soit confiné, eh bien là, a eu bien sûr un petit effet, mais je dis petit avec beaucoup de sérieux et beaucoup de guillemets sur peut-être moins de décès, mais par contre une augmentation des violences, ce qui est particulièrement inquiétant. Et on a bien vu qu'à la sortie de la crise, quand il y a eu le déconfinement, je vous appelle à peut-être se rappeler le nombre de violences et de décès, de meurtres qui ont été commis par les hommes sur leur conjointe ou leur ex-conjointe. Ça, c'est, je dirais, un ensemble de faisceaux que nous avons étudiés. Donc, sur la santé en général, eh bien, des femmes plus touchées que les hommes. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je pense que nous allons poursuivre les analyses, mais ce qui va être important, c'est d'étudier les effets à moyen et long terme. Quand je vous disais qu'il y avait moins de recours aux soins, aujourd'hui, et là ce sont les pouvoirs publics qui nous le signalent, le recours aux soins n'est pas revenu au niveau de celui d'antécrise. Ce qui fait qu'en termes de prévention, en termes de dépistage de tous les cancers féminins, eh bien là, il y a une parenthèse que nous estimons comme inquiétante en termes de santé de ces femmes-là, parce que tout retard en suivi, tout retard en dépistage, tout retard en suivi des soins, eh bien, va provoquer ou peut provoquer des situations de santé plus dégradées, plus vite, et ça sera donc un sujet que nous suivrons de près. Merci. Je vous informe avant de poser ma deuxième question à Dominique Joseph que vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Et donc à la fin de la séquence avec Dominique, nous pourrons répondre à vos questions avant de passer donc à la séquence suivante avec Colette Belay, donc sur un focus particulier sur le télétravail. Alors maintenant, Dominique, parlons finalement de l'articulation des temps. Donc la crise a exacerbé les inégalités entre les femmes et les hommes. En tous les cas, pour certains, elle semble avoir exacerbé. Pour nous, elle a plutôt exacerbé ces inégalités. Et notamment donc, en ce qui concerne l'articulation des temps de vie familiale, professionnelle et sociale. Alors, est-ce que c'est une impression, celle de la commission et d'un certain nombre de personnes, ou est-ce une réalité? Et dans ce volet-là d'articulation, il y a aussi une situation particulière pour les aidantes, puisque l'on sait que les aidants familiaux sont plutôt, et la grande majorité des aidantes. Donc, quelle a été aussi la situation des aidantes pendant cette période? Alors, je vais répondre sur les deux volets, en général, et ensuite un petit focus sur les aidants et majoritairement les aidantes. Alors, on l'appelle comme ça, et alors c'est pas une impression. Bien sûr, on a, nous, je vais employer ce mot-là, les lunettes du genre. Nous regardons les thématiques avec nos lunettes du genre, mais les lunettes, elles ne déforment pas la réalité. Dans le sens où, là aussi, appuyé par des enquêtes des pouvoirs publics, mais aussi des enquêtes d'Aris Interactive, commandées par la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, juste à la sortie du premier confinement. Eh bien, aujourd'hui, alors même qu'on a le sentiment que l'égalité femmes-hommes, en termes de répartition des tâches domestiques, progressait, je dis bien le sentiment, eh bien, nous avons toujours, et nous avons constaté, ou a été constaté, que 72% des femmes ont réalisé pendant ces séquences-là les tâches ménagères. Tâches ménagères réalisées à 72% par les femmes. Ça, c'est un chiffre, vous le retrouverez dans les enquêtes. Bon, même si dans le ressenti, dans l'expression,
les hommes disent, ah ben non, moi j'ai fait plus que d'habitude. Ils étaient à la maison, ils ont peut-être fait plus que d'habitude, mais on n'a pas été dans une égale répartition des tâches. Alors, dans ces 72% des tâches ménagères, il faut voir que c'est rajouter l'école à la maison. Et c'est vrai que l'école à la maison, alors qu'il fallait prendre ces décisions-là, de fermer les écoles, mais il n'y a pas eu d'analyse d'impact. Donc la garde et l'école à la maison est venue se rajouter au sujet des tâches ménagères. Et là-dessus, c'est rajouter le travail à la maison pour les femmes pour lesquelles il y avait possibilité de télétravail. Alors je ne vais pas aller sur le sujet du télétravail, néanmoins, hein, là aussi dans les enquêtes, ce que l'on a pu constater, c'est que les femmes ont déclaré être dans des conditions de télétravail moins bonnes que les hommes. Par exemple, les femmes nous ont dit à 25% que leurs conditions de travail étaient plutôt bonnes, de télétravail étaient plutôt bonnes. 25% pourquoi? Parce qu'elles partageaient la table du salon ou de la salle manger avec les enfants, bien sûr, et à côté, des fois même, en même temps, faisaient, je vais prendre ce terme-là, préparer à manger. Les hommes, eux, à 45%, ont déclaré eux-mêmes avoir un coin dédié pour le télétravail. Donc ça, c'est un point sur lequel je me permets de juste citer les chiffres, mais qui doivent nous interroger, et ce cumul de télétravail, école à la maison, tâches ménagères, ça a d'ailleurs conduit nombre de femmes, et majoritairement les femmes, à utiliser, je vais le dire dans le bon sens du terme, les dispositifs qui ont été mis en place, de prendre des journées pour garder les enfants malades ou garder les enfants. Et autre point inquiétant, moi je le juge comme inquiétant, plus de femmes ont déclaré à la fin du deuxième confinement réfléchir ou s'interroger sur le fait de passer à temps partiel. Et donc de remettre en question leur temps de travail à 100% et de passer à du temps partiel. Et on sait très bien que a priori, cette vision d'un choix de meilleure répartition avec le temps partiel, là aussi, est fait à moyen et long terme. Quand on est à temps partiel, bien entendu, une évidence, moins de revenus, mais qui dit moins de revenus, dit aussi, pose la question des revenus au moment de la retraite, et nous avons quand même cette question-là à soulever. Donc c'est plus du temps partiel subi que du temps partiel choisi. Et là, ça a été un effet de ce temps de crise, et puis avec un risque de burn-out, alors que nous avons qualifié de burn-out domestique et parental, et dans ce cas, et avec un risque derrière sur l'augmentation des effets de la santé sur la santé mentale, mais que je citais précédemment. Ça, c'est sur ce cumul des tâches domestiques, école à la maison, et là on aura aussi un devoir d'analyse de suite. Ensuite, sur les aidantes. Les aidants, ils sont 11 millions en France. 11 millions d'aidants. 53% de femmes les aidants sont à 53% des femmes, mais quand on regarde un tout petit peu plus loin, dès que la situation de l'aider nécessite plus de soins, plus d'attention, ce 53%, il passe à 70%. Et donc, globalement, les aidants sont majoritairement des aidantes. Et dans la période de crise sanitaire que nous avons connue, eh bien, les aidantes ont été confrontées, mais comme leur aider, aux fermetures des structures de répit, des structures temporaires d'accueil, ont dû assumer, un transfert de soins, c'est-à-dire que les soins qui étaient pratiqués par des personnes qui venaient, les infirmières à domicile, par les aides à domicile, eh bien, ce sont les aidantes et les aidants qui les ont assumés, avec là un vrai risque
qui est celui encore de détérioration de la santé, puisqu'on sait que malheureusement, dans bien des cas, la santé des aidantes se détériore plus vite que celle des fois des aidants, donc un effet sur la santé. Et il y a eu l'isolement. Alors on pourrait parler de l'isolement en général. Tout à l'heure, je vous parlais des femmes qui devaient tout assumer à la maison. Je n'ai pas fait de focus sur les familles monoparentales majoritairement, ou à laquelle majoritairement ce sont des femmes qui sont à la tête de ces familles monoparentales. Mais si je fais le lien avec les aidantes, c'est parce que l'isolement a été un des facteurs cruciaux qu'elles ont connu. Alors, en milieu urbain, parce qu'on a souvent la réaction d'analyse du milieu urbain, mais alors en milieu rural, cet isolement, alors pour les aidantes, a été particulièrement marqué parce que seules chez elles ou chez eux avec l'aidant, et puis obligées d'assumer, y compris une augmentation, elles ont assumé plus fortement les soins intimes, par exemple, de leur aider, et donc là, un vrai risque d'effet à moyen terme, et donc toutes les fermetures de structures ont été un vrai sujet, et sera un vrai sujet, on le pointe aujourd'hui comme ça au CESE, c'est celui bien de toutes ces aides familiaux, des infirmières à domicile, de cette organisation autour des personnes qu'il faut aider, je veux dire en complémentarité de l'aidant, mais pour lesquels il va y avoir des métiers en tension, où il y aura moins, on sait déjà qu'il y a moins d'aide à domicile, qu'il y a moins d'infirmières à domicile et des difficultés pour les structures d'accueil, parce que les associations d'organisation, ou les associations ou les mutuelles qui ont des services de soins à domicile ou des services d'infirmières à domicile, eh bien, sont vraiment sous tension. Donc là, un vrai impact de la crise pour, bien entendu, les femmes, alors les Français en général, les femmes plus particulièrement, et dans ce cadre-là, pour les familles monoparentales et pour les aidantes. Dans le cadre des impacts, justement, des différents impacts, il y a l'impact socio-économique. Donc on suppose là aussi que les femmes ont été beaucoup plus impactées socio-économiquement que les hommes par le Covid. Alors oui, les femmes ont été plus impactées, et on a un chiffre assez marquant que je vous donnerai après. Mais elles ont été, déjà, je pense qu'il faut signaler, là je viens de parler, mais je pense que Colette le fera aussi, mais du télétravail, mais on oublie, et je vais essayer de les mettre en évidence, ces métiers qui n'ont pas pu être télétravaillés. Ces métiers, alors, des ouvriers, des ouvrières, des métiers de service où les femmes sont majoritaires. Là, je viens de parler des infirmières, je viens de parler des aides à domicile, et j'ai parlé des aides-soignantes, parce qu'ils sont des métiers majoritairement féminins. Bien sûr, les hommes ont subi cette crise. Je le dis avec un petit clin d'œil, parce que c'est souvent le reproche qu'on nous fait d'avoir trop une vision féministe d'analyse sur ces métiers-là. Néanmoins, dans ces métiers-là, c'est 90% de femmes. Et bien, il y a aussi les femmes les coiffeuses, par exemple. Je cite un petit peu les coiffeuses, les caissières. Tous ces métiers de service ont été particulièrement impactés, tellement impactés que, eh bien, pour ces métiers-là, ils ont, pour certains, où il y a majoritairement des contrats à durée déterminée, des contrats à temps partiel, ces personnes ont abandonné ou ont laissé leur travail. Ça, c'est un effet, et elles ne comptent pas reprendre du travail. Alors, quand je dis ont été obligées d'abandonner leur travail, pourquoi ? Parce que quand on croise toutes les inégalités sociales dans les éléments de précarité, eh bien, on sait très bien qu'il y a un croisement entre l'éloignement du travail, je pense plus particulièrement aux femmes de ménage par exemple, éloignement du lieu de travail, avec des difficultés à concilier la garde des enfants, parce qu'il n'y a pas de solution de garde des enfants, et donc tout ça a généré
un recul de l'emploi pour ces personnes-là. À noter aussi un impact sur le logement qu'on oublie très souvent. Donc une augmentation des précarités. Pour la première fois, 33% de femmes qui ont accès à un logement social et qui jusque-là payaient leur loyer n'ont pas pu payer leur loyer. Il faut faire le lien avec fin du CDI ou fin de l'intérim, pas de revenus, donc des difficultés économiques qui se sont vraiment accrues. Puis en termes d'impact du travail, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut que je l'aborde, mais c'est la question de la précarité. De nombre de femmes qui ont été en situation très précaire. Et pour revenir mais on pourra en reparler, y compris dans le débat, mais il y a la question des pertes d'emploi. Il y a un chiffre, je vous disais, qui est assez important et qui nous a marqué. Une enquête au mois de mars 2020, mai 2020. Eh bien, entre le mois de mars où hommes et femmes avaient un travail au 31 mars, quand on s'est projeté au 31 mai, eh bien là, 33% des femmes avaient perdu leur travail contre 25% des hommes. Donc sur 2 mois, plus de femmes ont perdu leur travail. Quand je dis perdu leur travail, je ne dis pas qu'elles toutes et tous ont été licenciés, mais en tous les cas, plus de travail. Donc cet écart-là, quand même, de 25 à 33%, vous voyez c'est, je dirais, un chiffre marquant sur le risque de l'emploi. Et je pourrais un petit peu aussi avoir une note d'inquiétude sur ces métiers en tension que je citais tout à l'heure et pour lequel il y a une nécessité de revalorisation, même s'il y a eu le Ségur de la santé passé par là. Il n'empêche que ces métiers en tension ne sont pas assez valorisés, ne sont pas assez rémunérés et il y a un vrai enjeu si nous voulons pouvoir maintenir ces services auprès de l'ensemble des Français, bien d'une vraie revalorisation de tous ces métiers. Une dernière question, Dominique, sur un sujet dont on parle peu, c'est la question des femmes et de la gouvernance. On sait en fait que les conséquences des politiques publiques sont plus impactantes pour les femmes. On sait également que les femmes ont plutôt tendance à peiner pour être dans les organes de gouvernance. Quels ont été les constats du CESE sur cette question-là, femmes et gouvernance ? Alors, c'est peut-être, je vais le dire comme ça, c'est peut-être ce qui a déclenché la réaction des membres de la délégation femmes-hommes du CESE, parce qu'on s'est retrouvés en visio, et un jour on a toutes et tous, parce que c'est une commission mixte, comme ici, comme à la Cresse, et bien de constater, au bout de 3 mois, que, eh bien, on ne voyait que des hommes à la télé. On n'entendait que des hommes sur les ondes. Alors quand je dis la télé, c'est toutes chaînes confondues. Voilà, il n'y a pas de différence, toutes chaînes confondues. Et puis, on a eu une réaction un peu particulière, c'est quand nous avons vu la une du journal, alors je ne fais pas de pub, et puis vous allez me trouver très parisienne, mais du Parisien, la une du Parisien dimanche, où je regarde encore le titre, parce que c'est important. Le titre de ce Parisien dimanche était « Il raconte le monde d'après ». Et je vous le donne en 1000 pour illustrer ce « Il raconte le monde d'après », parce que le « il », on aurait pu considérer que c'était 50-50. Eh bien non, 4 hommes en une. Je peux vous dire, alors c'est sous forme de plaisanterie peut-être, mais c'était une réalité qui nous a vraiment explosé à la tête, parce que penser le monde d'après, alors même qu'on savait que les femmes étaient en première ligne, ces métiers au front que l'on a cités,
ces infirmiers et infirmières majoritairement, médecins que l'on a applaudis et majoritairement des femmes, et bien quelques mois après, dans le monde de demain, il se racontait, il devait être raconté par les hommes. Donc là, vous sentez encore ma petite colère, je pense qu'elle n'est pas complètement retombée. Et puis, on a aussi regardé la composition du conseil scientifique Covid-19. 27% de femmes dans ce conseil scientifique. Donc ces deux faisceaux-là, qu'on s'est pris pleine tête, je vais le dire comme ça, eh bien pour nous, ça nous a interrogé, on a interrogé le pouvoir public sur pourquoi pas de femmes. Alors il y a deux sujets, il y a un sujet CSA et un sujet, je dirais, gouvernance de crise, ou place des femmes dans tous ces sujets-là. Alors la première réponse qui nous a été faite, c'est on n'en trouve pas, comme d'habitude. C'est comme pour les gouvernances des entités, de toutes les entités. On n'en trouve pas. À la question pourquoi vous n'en trouvez pas, on est allé interroger les femmes en leur disant mais pourquoi vous n'avez pas pris la place? Certaines nous ont bien dit on ne nous a pas sollicité, mais là je passe cette réponse, bon ok. Et pourquoi on ne vous a pas sollicité? Eh bien parce qu'on n'a pas non plus de référence, de référentiel avec des expertes où il y a autant d'expertes que d'experts pour parler des sujets. Ça, c'est une vieille revendication du CESE d'ailleurs, d'avoir ces référentiels-là. Et puis, elles nous ont dit, on a interrogé des chercheuses par exemple, des chercheuses à l'INSERM, qui nous ont dit, parce qu'on parlait des publications toujours reportées par les hommes, on dit, mais on a mis notre travail entre parenthèses. Pendant la crise, eh bien, on a dû s'occuper des enfants, alors on boucle avec les autres sujets, même à des niveaux que l'on pourrait considérer comme n'étant pas, où il pouvait y avoir d'autres solutions que le fait pour une femme de laisser de côté son travail, eh bien là, c'est vraiment une réalité. De ce fait, nous, on porte dans ce sujet de la crise ou de la réponse à la crise, tout comme, je dirais, en vie normale, mais là ça a été encore plus fulgurant, les besoins de parité. Parce que je ne suis pas en train de dire que les réponses auraient été différentes. Les réponses apportées auraient été différentes s'il y avait eu autant de femmes que d'hommes dans les comités ou dans les instances de décision. Néanmoins, ce n'est pas normal que, par exemple, quand il y a eu la décision de fermer les écoles, je reviens sur cette décision-là, ou ces décisions-là, bien les femmes n'ont pas été mises au cœur. Alors les mères n'ont pas été mises au cœur de ces réflexions et de ces décisions. Ça c'est... voilà, et puis alors, je finirai simplement peut-être par un autre élément, c'est le plan de relance. Alors là, on n'est plus sur le domaine économique, mais il y a un plan de relance qui a été décidé par le gouvernement pour relancer et à mieux l'activité économique. Voilà ce qui permettra, j'espère, de réduire les inégalités femmes-hommes dans le domaine social, de réduire les situations de précarité et de pauvreté. Néanmoins, dans le plan de relance, mais j'ai pas le temps de le développer ici, dans le plan de relance, il n'y a pas une fois le mot femme écrit. C'est-à-dire que tout l'argent qui a été mis sur la table, eh bien, on n'y voit pas en face le principe d'égale-conditionnalité, c'est-à-dire ce principe que d'ailleurs la Commission européenne a mis en exergue au mois de mai, en disant qu'il faudrait passer des paroles aux actes. Eh bien, dans le plan de relance, pour soutenir les entreprises à la tête de laquelle sont des femmes, parce que je n'ai pas eu le temps de le développer non plus, mais elles ont plus fermé leur entreprise que les hommes, eh bien, il n'y a pas ce principe d'aiguillonner, je veux dire, de l'égalité femmes-hommes par de l'accompagnement financier. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Je vous rappelle donc l'avis du CESE, crise sanitaire et inégalité de genre. L'avis du CESE a à peu près une vingtaine de propositions, sur 18 propositions sur 4 thématiques principales, agir en faveur de la santé et du bien-être, l'articulation des temps de vie, contrer l'impact socio-économique et puis inclure les femmes dans la réponse à la crise sur la question de gouvernance. Il semblerait que nous n'ayons pas de questions, donc je
Je suppose que parce que Dominique a été suffisamment claire et a développé pas mal des sujets. En tous les cas, si vous avez des questions d'ici à la fin de notre webinaire sur cette thématique-là, pas de souci, on les posera à la fin. L'avis du Conseil économique est bien évidemment sur le site du Conseil économique, le CESE.fr, mais il est également aussi sur notre site à nous, donc le site de la CRES en PACA. Moi, oui, vas-y Colette. Éventuellement, j'ai une question, effectivement, pour Dominique, par rapport effectivement aux avis du CESE. J'ai envie de dire, il y a des propositions, il y a un certain nombre de propositions. Est-ce que ces propositions, elles peuvent aussi intégrer, puisque vous évoquiez le fait de ne pas être dans le plan de relance et qu'à aucun moment il y a des points qui sont portés sur les femmes dans le plan de relance, est-ce qu'on pourrait, à partir de ces propositions, effectivement porter des points dans le plan de relance, et notamment je pense à ce que disait Madame Moreno sur tout le plan de relance sur le numérique et tout ce qui va être apporté dans ce champ-là. Oui, Colette, je n'ai pas tout développé parce que voilà, mais dans le domaine, j'ai parlé rapidement, peut-être trop rapidement, de ces métiers en tension. Et au-delà d'être en tension, parce qu'il y en a des difficultés à recruter, il y a des métiers dont on sait qu'ils vont disparaître peu à peu. Les métiers de service, vous savez, la servicialisation, cette question-là, elle est vraiment posée. Et là, on a par contre des domaines, le numérique, l'environnement, pour lesquels il y a des demandes, un besoin de métier. Il y a des emplois qui ne sont pas pourvus, et on s'est interrogé sur le fait de pourquoi les femmes n'y vont pas. Et souvent, et majoritairement, la réponse, elle est parce qu'on n'a pas été formé. On n'a pas été formé à ces métiers-là, ou on n'ose pas y aller parce que l'image, elle est féminine, et parce que les parents, les profs ou le cursus scolaire ne fait pas qu'on va plus s'intéresser aux métiers numériques ou aux métiers de l'environnement. Et c'est vrai que pour ces métiers-là, ou ces secteurs-là, nous, on considère que dans le plan de relance, eh bien, il devrait y avoir des enveloppes fléchées. Alors, peut-être pas pour le recrutement immédiat, parce que c'est ça le sujet. Peut-être pas pour l'immédiat, mais pour, à la base, enfin au départ, aller inciter, puis aller mettre des moyens sur la formation, par exemple, des jeunes hommes, bien sûr, mais des jeunes femmes, pour aller vers ces métiers. Et dans la création d'emplois, nous, on porte clairement le fait que quand il y a l'aide à une entreprise qui crée des emplois ou qui veut se créer dans ces domaines-là, il y ait obligatoirement, pour le financement, l'obligation et l'évaluation de l'obligation, donc que l'on est passé à l'acte, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes embauchés. Voilà, c'est assez binaire, mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait encore le cas. Mais il y a des vraies opportunités qui touchent à la formation professionnelle, qui touchent à l'orientation, et puis peut-être aussi à une campagne. Nous, on a dans les 18 propositions, on le dit, vraiment à nouveau une grande campagne qui sensibilise à la question de l'égalité femmes-hommes et à déconstruire les stéréotypes de genre. Tout comme pour avoir plus d'infirmiers que d'infirmières. C'est pas normal qu'il y ait 90% d'infirmières et 10% d'infirmiers. C'est mieux si c'était l'inverse. Pourquoi on ne va pas vers ces métiers-là? On pourrait faire un long débat. Oui, c'est une vraie question. Et c'est vrai que cela fait très très longtemps, finalement, on dit qu'il est important, l'éducation en fait à l'égalité, dès le plus jeune âge, ça c'est des éléments qui sont importants. Le fait de visibiliser les femmes. Il y a un certain nombre d'outils, certains peuvent être décriés, mais pour autant ils sont importants, je pense à l'écriture inclusive, le fait d'avoir des femmes dans les médias, alors même s'il y a une amélioration, parce qu'on voit bien quand même, en tous les cas sur certains plateaux de télévision, on a quand même plus de femmes maintenant qui sont sollicitées, en tous les cas on voit qu'il y a encore énormément à faire pour la mixité des métiers, pour que les femmes soient présentes dans les différentes sphères de notre société. Ça c'est évident. Merci en tous les cas Dominique, peut-être que tout à l'heure on aura quelques questions pour toi. Une des recommandations de l'avis du CESE, je vais la lire, ça sera beaucoup plus simple, était
Porter une attention particulière à l'impact du télétravail pour les femmes dans tous les lieux de travail. Toute décision sur les conditions de son organisation doit être précédée d'une analyse d'impact genré. Alors du coup, je profite de ça pour faire la transition sur notre focus. Nous avons souhaité qu'il y ait un focus sur le télétravail, donc c'est pour ça que nous avons invité Colette Belay. Colette Belay est secrétaire générale de la CRES, ce qui est quand même déjà une très bonne fonction, en tous les cas une fonction qui occupe beaucoup, et surtout donc Colette est déléguée régionale de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, donc en PACA et PACA et Corse. L'UDES, donc, qui est une union de représentants d'employeurs, qui est, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, ils ont signé un accord égalité femmes. C'est un accord qui a été signé en 2015 avec l'ensemble des organisations syndicales, et ça vaut vraiment la peine de le relever parce que ça n'est pas le cas dans toutes les branches. Et nous, la branche de l'ESS a réussi donc à signer cet accord, et je pense que c'est extrêmement important, et c'est important de pouvoir le valoriser. Alors justement, l'UDES a signé cet accord Égalité Pro en 2015. Qu'est-ce que l'on peut dire sur sa mise en place, et notamment durant la période Covid? On en est où actuellement? Alors, effectivement, je suis un délégué régional de l'UDES, de l'Union des employeurs de l'économie sociale, qui est la réunion de 23 syndicats et fédérations qui couvrent 16 branches professionnelles. Effectivement, la particularité de l'économie sociale et solidaire, c'est effectivement d'avoir un panel d'activités de services extrêmement large. Et du coup, ça permet effectivement d'avoir des représentations qui vont, bien sûr, de l'aide et du soin à domicile, de l'animation, des acteurs du lien social, du logement social, des missions locales, des entreprises de production et de coopération, ce qu'on appelle la Confédération Générale des SCOP, des foyers, des résidences. On est sur des champs extrêmement larges, avec notamment aussi le tourisme social, les régies de quartier, des champs très très larges, le spectacle vivant, toute une partie aussi de la culture. Donc effectivement, on a en 2015 signé un accord avec l'ensemble des organisations syndicales de salariés sur un accord égalité femmes-hommes, parce que ça porte très fortement sur notre volonté, en tout cas, de réunir l'ensemble et de valoriser et de nous mettre en cohérence avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Je pense que ça, c'est extrêmement important, puisqu'on a des valeurs affichées. C'est important aussi que notre fonction employeur, elle soit aussi défendue, parce qu'effectivement, je crois qu'on on fait du dialogue social de manière différente dans les entreprises de l'économie sociale, et tous ceux qui sont effectivement des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations le savent, puisque effectivement ils ont apporté ces valeurs-là, et on défend quelque part pour nous à l'UDES la volonté de mettre en avant une marque employeur, parce que du coup c'est aussi une façon de faire du dialogue social dans chacune de nos structures, un levier très fort pour pouvoir effectivement mettre nos valeurs en résonance avec ce qu'on est. Donc ça, c'est un élément important. Le dialogue social, il est un levier. Et bien sûr, l'égalité femmes-hommes, on ne peut pas, en tout cas pour nous, vous évoquiez tout à l'heure le fait que effectivement la une des journaux était complètement phagocytée par les hommes, et que c'était les hommes qui effectivement parlaient du monde d'après. En tout cas pour nous, il n'est pas question de ne faire qu'avec la moitié de l'humanité. On va le poser comme ça, très simplement. Je pense que bien évidemment c'est important qu'on puisse travailler ensemble là-dessus. Et on a des sujets qui sont des sujets forts, parce que cet accord égalité femmes-hommes, aujourd'hui, il a été décliné, parce que c'est un accord multiprofessionnel, et il a été décliné dans 10 des 14 branches qui effectivement ont été signataires de cet accord. Donc ça a effectivement commencé à produire un certain nombre d'effets, et notamment tout ce qui relève des index qui sont aujourd'hui posés dans les entreprises maintenant. C'est obligatoire dans les entreprises
de plus de 50 salariés depuis janvier 2019. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va commencer à avoir un recul avec donc l'ensemble des chiffres de d'ARES sur ce que ça produit et de ce qu'on va pouvoir continuer à faire évoluer au sein de chacune des entreprises. En tout cas, ce qui est fort, bien évidemment, dans les travaux qui sont les nôtres par rapport à ces accords, c'est bien effectivement d'aborder toute la dimension du genre et des différences et de l'accès effectivement dans les différents emplois sur l'égalité femmes-hommes, mais aussi les différences de genre, parce que ça aussi, aujourd'hui, c'est une dimension forte pour nous. Il y a nécessité de se dire comment on va pouvoir continuer à avancer dans cette partie-là. Et puis, travailler sur les conditions de travail, parce que, bien évidemment, le télétravail, qui a été une façon, effectivement, qui a connu, en tout cas, une accélération extrêmement forte durant cette période de Covid, a généré des distorsions dans ce qu'on a vu par rapport au CESE, dans la façon dont on travaille et les répercussions entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui s'est trouvée effectivement réfugiée dans la cellule familiale, et du coup avec des organisations où les femmes, très souvent, bien évidemment, se sont retrouvées à la table du salon avec les enfants pour faire les devoirs, et qu'effectivement, très souvent, le conjoint était dans un espace dédié, ce qui n'est pas toujours vrai, mais quand même très majoritairement, c'est comme ça que les choses se sont plutôt passées. Donc c'est vrai que ce télétravail s'est accru considérablement, et ce télétravail, il a amené effectivement un premier accord national interpro en décembre 2020 sur effectivement les impacts du numérique. Et aujourd'hui, au sein de l'UDES, on est en train de travailler vers un accord, et on est vers ça là aujourd'hui, vers un accord donc multipro qui devrait sortir, on va dire, pour la fin de l'année, sur les usages du numérique justement dans nos métiers, et de ce que ça va venir effectivement bousculer, et de ce qui permettra effectivement à l'ensemble des branches derrière de travailler sur chacun de ces métiers, de façon à ce qu'on puisse prendre pleinement la mesure de ces différents éléments. En tout cas, c'est certain que là, aujourd'hui, pour ce qu'on a pu repérer, en tout cas dans l'accord égalité femmes-hommes qu'on a effectivement mené là aujourd'hui, on a des renouvellements, il y a eu des accords d'entreprise de signés à partir de cette base-là, et puis on voit bien que dans les différentes branches, on voit qu'aujourd'hui la mutualité en février 2021 a de nouveau retravaillé sur un accord sur ce champ-là, avec à l'éclairage de ces accords des accords d'entreprise qui ont été menés de manière en renforçant des possibilités de garde, éventuellement des prises en charge de garde d'enfants, pour que la formation des agents, notamment des femmes, puisse se faire, et qu'elles puissent effectivement bénéficier de formations dans le cadre de télétravail avec des prises en charge de cet ordre-là. Et on voit comment, à partir du moment où on pose un accord de ce type-là, comment derrière on vient effectivement évoluer différemment sur nos propositions. Donc on voit bien que le télétravail a pris une part très importante pendant cette période Covid. Il s'est vraiment amplifié. Un nombre d'entre nous ont télétravaillé. Donc la vision, on pourra presque dire, la visioconférence n'a plus de secret pour nous, et quoique, c'est une révolution. Moi, de mon point de vue, c'est une révolution, puisque les employeurs avant, il n'était pas question de télétravail, on ne savait jamais. Et là, maintenant, c'est vrai que de nombreux accords ont été signés. Donc, comment les employeurs de l'ESS, en fait, vont apporter des réponses à ces différentes évolutions d'organisation et sur les questions des conditions de travail. On a parlé effectivement
la difficulté pour la majorité des femmes, en tout cas qui télétravaillaient, donc leurs conditions de travail ne se sont pas forcément améliorées, mais plutôt dégradées finalement. Même si on voit que le télétravail, ça peut aussi apporter, ça évite certains déplacements, il y a des avantages, on voit malgré tout. Mais comment l'UDES en fait se positionne sur ces questions-là, donc en termes d'organisation et de conditions de travail? L'UDES va effectivement travailler et va effectivement se servir de l'ensemble des données et des indicateurs qui vont nous revenir par l'intermédiaire de la DARES et puis voir comment, avec ces branches, on va pouvoir effectivement continuer à avancer. Il s'agit pour nous, effectivement, aujourd'hui, de pouvoir avoir des outils d'objectivation des différents processus de recrutement et de voir comment, effectivement, on va pouvoir, on peut poser un certain nombre de choses. Ça existe, on l'a posé, on avance déjà de cette façon-là. C'est vrai que ce sont effectivement des annonces et des offres d'emploi qui sont non genrées, parce que ça c'est important. On le voit, on évoquait tout à l'heure l'ensemble du travail féminin qu'on peut avoir et qui est très majoritairement féminin. On va dire, c'est vrai que c'est les infirmières, on est à 93%. Plus que 90, on est presque à 93% là aujourd'hui de personnel féminin. C'est comment on va relancer aussi, comment on va faire pour qu'effectivement on retrouve de l'attractivité pour ces métiers. Je pense qu'on a un travail de sensibilisation en termes d'orientation pour développer l'attractivité des métiers et de poser effectivement là aujourd'hui des propositions qui vont être non genrées ou en tout cas donner envie et de l'intérêt pour ça. Aujourd'hui, à l'UDES, on a commencé à réaliser des capsules vidéo sur des métiers. Et sur ces capsules vidéo de métiers, systématiquement, on y met, à terme d'exemple et d'image, un homme et une femme. C'est-à-dire qu'on va avoir dans l'aide à domicile un assistant à domicile et une assistante à domicile. Et je pense que du coup, en leur donnant la parole, ça permet aussi de se dire voilà comment c'est possible. Et ça permet aussi à des jeunes de pouvoir s'identifier à ce type de métier. C'est ça qui est important. Je crois que ce qu'a révélé aussi la pandémie, c'est, même si on sait que les jeunes ont besoin aujourd'hui d'avoir un travail qui a du sens, parce qu'effectivement, il y a un sondage IFOP qui avait, en 2016, qui avait révélé effectivement cet intérêt des jeunes pour le travail qui a du sens et avoir un travail qui a du sens. C'est important que derrière, on puisse aussi leur donner envie et qu'ils puissent voir qu'effectivement c'est possible et que c'est réalisable. Donc c'est vrai qu'on a fait des capsules vidéo sur des assistants et des assistantes maternelles, de vie, pardon. On souhaite là, rapidement faire aussi de la même façon des éducateurs de jeunes enfants et des éducatrices de jeunes enfants. C'est la même chose. On a dans les crèches, là on l'a vu, il y a effectivement beaucoup d'éducatrices de jeunes enfants avec des cursus professionnels où effectivement on a comme ça des mises en parcours, mais qui sont plutôt pour des éducatrices de jeunes enfants, alors qu'on va avoir à un moment donné parfois la direction de ces crèches, parfois plutôt un homme qu'une femme, alors qu'on sait parfaitement que d'habitude, historiquement, on a plutôt effectivement des éducatrices de jeunes enfants qui font ce parcours pour devenir effectivement directrices de crèche. Donc comment effectivement donner envie et susciter de l'intérêt pour que effectivement ces métiers-là soient en tout cas saisis par un certain nombre et d'hommes et de femmes, et du coup qu'on puisse rééquilibrer. Parce qu'on sait aussi qu'à partir du moment aussi où ce sera rééquilibré, et quand on tend vers ça, on sait aussi que très souvent la rémunération elle suit. Et ça c'est un élément extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que quand un métier féminin se renforce et qu'il est de plus en plus représenté par des femmes, on sait que très souvent le métier va se paupériser. Donc c'est aussi une façon de traiter de cette manière-là la possibilité d'aller vers effectivement ces métiers. De la même façon, dans les métiers du sport, on a la même chose chez les éducateurs sportifs. On a
beaucoup plus d'éducateurs sportifs que d'éducatrices sportives. Et là aussi, on a fait effectivement des capsules vidéo sur ces métiers. Chaque fois, et c'est des métiers qui intéressent les jeunes, pour lesquels il y a un vrai intérêt, en tout cas pour les jeunes. Donc c'est vrai qu'on a à travailler sur comment alors là pour le coup, il nous faut genrer ces capsules pour qu'effectivement on suscite un vrai intérêt pour ces métiers de la même façon et que chacun puisse s'identifier et trouve effectivement le sens dans ce qu'ils ont à faire. Donc, en tout cas, objectiver ces éléments-là, pour qu'effectivement on parvienne à rééquilibrer et faire ce travail de rééquilibrage, et puis porter, en tout cas à partir de ces indicateurs et de l'index égalité femmes-hommes, on pourra aussi porter dans chacune des entreprises et développer, se servir du dialogue social comme réel levier, on va dire, du rééquilibrage de cette égalité femmes-hommes. Je ne sais pas, alors du coup, moi j'ai une question. Je ne sais pas si tu pourras y répondre, mais sur la question du télétravail et tout ce que l'on a pu dire sur le télétravail et les femmes et les conditions en fait dans lesquelles les femmes ont. Est-ce que les employeurs de l'ESS ont vraiment pris conscience du fait que pendant notamment le premier confinement, mais même après, les femmes se sont quand même trouvées dans des situations beaucoup plus délicates en termes de télétravail? Est-ce que du coup, tu penses que les employeurs de l'ESS ont été plus attentifs au fait que les femmes ont dû s'occuper des enfants, ont dû de ce fait travailler plus tard le soir une fois que les enfants étaient couchés, ou pas? J'aurais tendance à dire, j'ose espérer que nous-mêmes, dans notre propre famille, puisque nous sommes économie sociale et solidaire, nous fassions attention à ça, d'autant que dans nos familles, on a quand même une majorité, enfin certaines sont majoritairement féminines. Mais est-ce que globalement, enfin je ne sais pas si vous avez eu ces discussions-là au niveau de l'UDES, mais en avez-vous parlé ou pas? Ce qu'on a vu, alors il faut, dans la pandémie, on sait aussi que tous les métiers de l'aide à domicile, du soin, on sait effectivement que ces métiers du care ont été effectivement les métiers qui ont été en première ligne, très fortement. Donc c'est vrai qu'on a bon nombre de femmes qui, bien évidemment, étaient dans la situation d'être fortement sollicitées par leur emploi, mais aussi en dehors de chez elles, parce que effectivement, les infirmières, les assistantes femmes à domicile ont dû, en tout cas, aller et sortir pour aller accompagner effectivement les personnes. C'est vrai qu'elles ont, en tout cas, un certain nombre de difficultés, notamment par rapport à la garde d'enfants et les inquiétudes qu'elles avaient dans ces situations. Ça a été une vraie préoccupation et de manière extrêmement forte. Ensuite, je n'ai pas d'éléments aussi précis que ça, donc j'ose espérer qu'effectivement on a été peut-être en tout cas plus attentifs les uns et les autres. En tout cas, moi je sais que, ne serait-ce que dans le BUDES, il a bien fallu aussi, de la même façon, accueillir les salariés et qui ont, pour certains, en tout cas, été aussi en télétravail. Donc, veiller, je pense qu'on a tous été attentifs et on a veillé à ce que chacun puisse effectivement travailler dans de bonnes conditions. Est-ce qu'on a été exemplaire? Je ne sais pas. Il y a en tout cas un élément qui a été dit tout à l'heure par Dominique sur leur audition de Brigitte Grésy, donc, qui préside le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Elle a présidé avant le Haut Conseil à l'égalité professionnelle, donc elle est vraiment sur ces questions-là. Et c'est vrai que cette notion de dire que le fait de travailler et le fait que les femmes puissent sortir de chez elles, ça leur a donné quand même une liberté, de l'émancipation. Et j'espère en tous les cas, en tout cas si moi j'ai un message par rapport à l'UDES, c'est de dire s'il vous plaît, soyez attentifs à toutes ces questions-là, justement pour les femmes, de manière parce que c'est un prisme auquel on ne pense pas forcément, mais en tous les cas de bien veiller à ce que dans les accords qui sont signés,
puisqu'il y a l'accord, il y a l'accord cadre général, mais après il y a les accords qui sont signés dans les différentes structures, voire pas d'accord, parce qu'il y a certaines structures qui ne signent pas encore d'accord sur le télétravail, mais bien veiller finalement à ce qu'on ait cette sensibilité, en tout cas cette inquiétude par rapport au fait, n'enfermons pas les femmes à la maison, quoi. Et laissons-les bien sortir, même si elles-mêmes, déjà, elles disent, bon, nous, on voit, nous, la majorité des accords, c'est quand même, en règle générale, c'est soit 2 ou 3 jours. C'est 2 à 3 jours. Mais en tous les cas, voilà, c'est plus un souhait qu'une question. Non, c'est plus une question, mais ce qu'on peut quand même dire, et ça me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, quand même, dans l'ESS, dans l'économie sociale et solidaire avec l'UDES, il y a bien plus d'accords qui sont signés que dans l'économie classique. C'est-à-dire qu'il y a 110%, enfin il y a eu effectivement 110% d'accords qui ont été signés par rapport aux chiffres de la DARES sur tout ce qui relève effectivement d'égalité femmes-hommes dans les entreprises, contre effectivement à peine la moitié sur les entreprises classiques. Donc forcément, je pense que oui, on est quand même attentif, et bien évidemment il y a une vraie volonté de signer des accords, mais il y a aussi une vraie volonté de dialogue social. Je pense qu'on est quand même dans une dimension de dialogue social qui est quand même aussi quelque chose de bien plus fort dans le respect aussi des différentes organisations. Donc je pense que ça c'est important. En tout cas, ce chiffre-là, il est aussi très parlant. C'est-à-dire que quand même, on a effectivement fait le 50% de plus d'accords que ce qu'on peut avoir dans l'entreprise classique. Donc je pense qu'effectivement, on est attentif à ça. Mais je peux quand même toujours rester vigilante. Je pense que voilà, ça permet en tout cas d'être humble dans les positions, parce que je crois que on a toujours à se réinterroger sur comment effectivement on arrive à réunir les bonnes conditions pour que les choses puissent se faire. Je crois que Dominique a une ou deux questions aussi. Oui, mais c'est par rapport, on est complémentaires, forcément, puisque nous avons fait, et je le disais tout à l'heure, la question sur le télétravail, je ne suis pas venue, mais on a fait des préconisations, et la préconisation numéro, il y en a une qui dit, dans les mieux articuler les temps de vie, et du coup, Colette, je vais vous demander si ça a été fait, c'est de porter donc une attention particulière à l'impact du télétravail, c'est ce que disait Pascal à l'instant pour les femmes, dans tous les lieux de travail, et on préconise que toute décision sur les conditions de son organisation, parce que oui, il y a beaucoup d'accords qui sont signés, je peux en témoigner personnellement à la Mutualité française, mais est-ce que c'est précédé d'une analyse d'impact genré? Oui. D'accord, donc ça va, je peux continuer à porter pour le grand public cette proposition, je ne suis pas en train de me dire, et nous, est-ce qu'on le fait dans l'ESS? Bien sûr. Voilà, parce que pour nous, c'était un point, on a été assez marqué au CESE, parce que ce télétravail, il s'est développé, il a été accéléré, et les analyses d'impact, on s'est dit, bon, ça n'a pas pu être fait, mais au moins qu'à l'avenir, ça soit fait avant toutes les négos. Oui, aujourd'hui, toute négociation en amont, en tout cas, il y a effectivement un diagnostic qui est partagé, qui est travaillé, et ça prend bien évidemment en compte l'ensemble des situations et bien évidemment la dimension genrée, parce que on sait tous, comme vous l'évoquiez, qu'il y a effectivement ce travail féminin. On parlait de comment on accompagne les femmes effectivement pour pouvoir travailler. On sait aussi que quand on continue à être dans la précarisation et dans le travail, en tout cas les contrats à durée déterminée, on se pose toujours la question du travail partiel aussi, s'il est subi ou s'il est effectivement choisi, parce que bien souvent, c'est très souvent une situation plutôt effectivement subie que choisie. Donc c'est vrai que c'est important. Donc avant tout accord, il y a effectivement un diagnostic partagé qui est fait par les entreprises, qui est discuté notamment avec les CSE. Et aujourd'hui, vous savez combien effectivement la dimension du CSE est extrêmement importante, et combien pour nous aujourd'hui, puisqu'on a dans l'économie sociale et solidaire des structures qui sont plutôt de moins de 5 ans, qui sont des toutes petites structures. Aujourd'hui, l'importance de la mise en place des CSE est capitale pour qu'on ait effectivement aussi ce travail-là qui soit fait
qui soient genrés, bien évidemment, qui permettent effectivement d'aller dans une vision la plus précise possible de ce qu'est effectivement toutes les formes et les conditions de travail pour qu'on puisse derrière agir et faire en sorte que les choses puissent se faire. Donc c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup sur ce qu'on appelle avec la NACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. On travaille beaucoup avec eux sur ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, qui, là aussi, dans le cadre des accords qui sont signés, nous permettent d'aborder en tout cas un certain nombre de situations qui se discutent avec les représentants du personnel et qui permettent aussi, avec les autres membres des équipes, même parce que quand effectivement les structures ne sont pas très grandes, ça permet en tout cas de créer des conditions d'un dialogue pour que effectivement on puisse trouver ensemble une démarche très, j'ai envie de dire coopérative, parce que peut-être c'est ma démarche initiale, je viens de ce monde-là, mais en tout cas c'est une démarche effectivement d'ensemble et collective pour que effectivement on puisse signer des accords où on est vigilant sur effectivement le genre, on va dire femmes-hommes, mais pas que, mais aussi permettre aussi une très grande diversité. Je pense que la notion de la diversité, elle est effectivement essentielle. Et je pense que pour l'UDES, en tout cas, qui avons aussi vendant le label de la diversité, c'est important que chacun trouve sa place. Et je pense qu'on a à travailler là-dessus. Très bien, très bien. Je vous rappelle donc cet accord égalité qui a été signé par l'UDES. Vous avez à l'écran d'ailleurs la page de couverture du guide pratique, parce qu'au-delà d'avoir signé un accord, l'UDES a produit un guide pratique pour que les structures qui n'ont pas forcément la connaissance ou les moyens puissent savoir comment faire cette égalité, cet accord égalité. Je peux en dire deux mots. Effectivement, c'est un outil aussi d'autodiagnostic. C'est-à-dire que c'est un guide qui présente l'ensemble de l'accord, mais c'est un guide très concret et très pratico-pratique. Et du coup, il y a 12 fiches à l'intérieur qui permettent de recenser les différentes situations et de faire dans votre structure un point précis de où est-ce que vous en êtes, en tout cas sur les conditions de travail, le recrutement, comment se partagent effectivement les temps, un certain nombre d'éléments qui vous permettent là de faire un autodiagnostic et de voir derrière ensemble comment vous pouvez construire un accord, ou en tout cas définir les différentes orientations de votre accord. Voilà. Très bien. Alors il est l'heure d'ouvrir les micros. Comme ça, si vous avez des questions, des interventions, pas forcément des questions, mais des commentaires à faire, on va donc vous ouvrir les micros et vous pouvez intervenir. Donc, avant chaque intervention, merci de... moi, je ne vois pas quand il y a des mains levées, donc j'aurais tendance à dire prenez la parole, il n'y a pas de problème. Présentez-vous juste de manière succincte, de manière qu'on sache qui intervient. Donc, si la technique pouvait nous ouvrir les micros. Non, pas encore. Alors, ouvrez vos micros. A priori, chacun d'entre vous doit pouvoir ouvrir son micro. On n'a pas fait de... Alors, Madame Martel, oui. Je suis Sabine Martel, je suis consultante sur la question d'égalité femmes-hommes. Depuis quelques temps, j'ai fait une formation en master sur les questions de genre et j'ai réalisé un mémoire notamment sur ces questions de genre au niveau des instances dirigeantes de l'insertion par l'activité économique, pour prendre un secteur spécifique de l'ESS, parce que l'ESS embrasse tellement de choses qu'il a fallu que je réduise mes prétentions. Donc, pendant ce mémoire, j'ai fait pas mal de recherches, évidemment, puisque c'est un mémoire de recherche, et je me suis rendu compte que malgré l'accord qui avait été signé en 2015 par l'UDES, en 2019 et 2020, il y a les rapports de l'Observatoire de l'égalité
entre les femmes et les hommes dans l'économie sociale et solidaire rapportait encore des chiffres quand même assez significatifs sur les inégalités, alors qu'ils sont là aussi un petit peu variables selon les différents secteurs. Et par rapport à ça, et ce que vous venez de dire justement sur votre guide pratique, je voulais savoir dans quelle mesure on pouvait avoir déjà un retour sur l'utilisation de ces guides par les différents acteurs. Et comme je suis consultante, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir est-ce que vous prévoyez des moyens à mettre en place pour accompagner ces structures à ne serait-ce que calculer l'index, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, parce qu'il y a des structures qui n'ont même pas de responsable de ressources humaines, par exemple, pour pouvoir le faire. Et voilà, est-ce que vous prévoyez des moyens pour pouvoir accompagner ces structures pour être sûr que cette question-là avance vraiment dans les structures de l'ESS? Colette, alors, effectivement, par rapport à cet autodiagnostic qui a été fait aussi pour les toutes petites structures, parce qu'on sait tous que les plus de 50, elles sont assez rapidement outillées et elles arrivent à s'organiser. Les moins de 50, c'est bien évidemment plus compliqué et du coup, comme vous dites, il n'y a souvent pas la ressource à l'interne de la structure pour arriver effectivement à construire tous ces éléments. Aujourd'hui, l'UDES elle-même informe et travaille avec les différents syndicats qui la constituent là-dessus, mais ne rentre pas aussi finement que ça, puisqu'elle laisse les branches aller et organiser ce travail-là avec les syndicats de branches qui sont effectivement dans chacune de leurs structures. Donc, il faut savoir que quand même ce qu'on appelle les opérateurs de compétences, les OPCO, que sont Uniformation ou l'AFDAS, Uniformation pour toutes les structures qui relèvent de la cohésion sociale, l'AFDAS qui relève pour toutes les structures qui relèvent du sport, et l'OPCO de la santé, pour toutes les structures effectivement de la santé, elles ont effectivement les moyens de financer des accompagnements pour travailler sur justement ces focus RH et ce travail d'accompagnement et de diagnostic pour aller effectivement dans chacune des structures, puisqu'elles peuvent s'en saisir de cette façon-là. Pour nous, aujourd'hui, on n'a que cette possibilité, et pour répondre effectivement à votre question sur est-ce qu'il y a eu une évaluation, en tout cas est-ce qu'il y a eu un rapport de fait sur la mise en œuvre de cet accord et de l'utilisation de cet autodiagnostic. Non, à ce jour, on ne l'a pas encore fait. On a fait effectivement une mise à jour en janvier 2017, puisque en janvier 2019, puisque effectivement ce document est sorti en janvier 2017. On a fait une mise à jour, mais depuis, on n'a pas effectivement d'outils de synthèse, d'évaluation de ce que ça a produit. Ce sont les chiffres de la DARES là aujourd'hui qui nous permettent, maintenant que effectivement c'est complètement étendu et qu'on devrait, vous savez qu'il y a toujours au moins 3 à 4 ans derrière pour que effectivement on puisse mesurer ce que ça a pu produire comme effet. Ce qu'on sait, c'est que là aujourd'hui il y a quand même effectivement beaucoup d'accords qui ont été signés, la mise en place aussi des observatoires départementaux du dialogue social dans chacun des départements, qui sont en place maintenant depuis avril 2019. Là aussi, ont connu un certain nombre de difficultés, puisqu'ils se sont passés aussi beaucoup à distance, ça a aussi subi les dommages de la pandémie, bien évidemment, mais ces différents observatoires départementaux permettent aussi de traiter et de prendre connaissance de l'ensemble de ces accords dans les structures de moins de 50, puisqu'ils sont effectivement complètement dédiés à ces structures de moins de 50. Donc c'est vrai que là aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de retour là aujourd'hui pour ces éléments-là. Cette question-là que vous avez posée est une question qui est permanente pour nous d'ailleurs au niveau de la commission égalité femmes-hommes de la CRES, c'est-à-dire que
Nous avons un accord qui, donc je le disais tout à l'heure, qui est un accord qui est important puisqu'il a été signé par l'ensemble des organisations syndicales en 2015. Donc c'est dire aussi que alors, 2015 c'est récent, mais en même temps ça fait déjà quelques années. Et à cette époque-là, il n'y avait pas tant d'accords que ça. Il y a ce guide pratique qui a été mis en place et on a bien conscience qu'il y a un certain nombre de structures encore qui n'ont même pas connaissance de ce guide et de cette possibilité qu'il leur est offerte. Donc nous, au sein de la commission, on se pose cette question de se dire comment est-ce que nous pouvons contribuer. Et c'est une des raisons pour lesquelles on en parle quand on fait nos webinaires. Notre contribution à justement faire connaître cet outil qui est vraiment un super outil et qui permettrait à de nombreuses structures, notamment plutôt associatives, puisque c'est les structures associatives qui ont plutôt tendance à être plus petites, de pouvoir les aider donc pour qu'elles puissent mettre en place des accords au sein de leur structure, quoi. Ça, c'est sûr que c'est un vrai sujet, la connaissance. C'est vrai que c'est pas le tout d'avoir des bons outils, il faut les faire connaître. Et effectivement, après, il faut pouvoir évaluer justement quel impact en fait on a pu avoir avec cet outil-là. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant qu'il y ait quelqu'un qui ouvre son micro, moi j'aurais peut-être une question pour toi, Dominique, sur la question de la santé, puisque je suis moi aussi issue du mouvement mutualiste, et que donc ces questions-là sont santé, d'accès aux soins. On se rend compte quand même que dans ce que tu as dit, et plus, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites pendant le Covid, le confinement, sur des tas de sujets. Cette question d'accès aux soins et de non-accès aux soins finalement des femmes est quand même une question qui est prégnante et importante et qui a été peu valorisée. Dans les préconisations que vous avez faites, quelles sont les préconisations importantes justement sur ces questions-là? Et notamment, y en a-t-il sur la prévention? Alors oui, j'ai pas parlé dans l'échange, j'ai pas présenté les préconisations. Et dans le premier axe, qui est celui de la santé et du bien-être des femmes, on a fait, c'est la première préconisation que l'on formule sur tout le sujet, je vais dire en écho à ce que je vous disais, à ce que je pouvais exprimer, et que nous avons constaté sur le recul de l'accès aux consultations et tout ça, et sur nos inquiétudes sur le moyen et long terme. Bien là, notre première préconisation, c'est de mettre en place un plan de relance national de prévention, on dit bien un plan national de relance de prévention et de retour aux soins, en portant une attention particulière aux femmes, et notamment, parce que sur la prévention, et je pense qu'on le sait toutes et tous très bien, il y a toute l'accès facilité pour certaines catégories, pour certaines personnes à la prévention, une sensibilité réelle, mais pour toutes celles qui sont en situation de handicap, les femmes seules avec enfants, les femmes migrantes et les femmes vivant à la rue, on a là une obligation, j'allais dire, française ou républicaine à relancer ce plan. Alors, au-delà d'un plan de prévention, c'est de mettre d'aller sur le terrain, au plus près de ces personnes, précaires, ou en situation de précarité, ou ces personnes vulnérables, parce qu'on peut parler de vulnérabilité, pour développer d'abord le retour aux soins, et puis aussi l'accès à la prévention. Parce qu'on a là aussi dans ce domaine-là un vrai champ d'investigation et d'action à apporter, à faire. Vas-y, j'ai juste une question. Et de la même façon, on a aussi, je pense, du côté du dialogue social, en tout cas pour ce qui est de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale, ce souci-là, effectivement, on a dans le dialogue social un axe extrêmement important sur effectivement prévention et santé au travail, qui on vient effectivement complètement reboucler. Bien sûr, c'est effectivement capital, parce que quand je parlais tout à l'heure de qualité de vie au travail, et c'est une façon effectivement d'aborder comment effectivement on est dans un bien-être, ou en tout cas quand on travaille sur la dimension du geste professionnel, comment je peux adapter mon geste professionnel pour que effectivement je sois le moins souffrant possible,
dans ce travail-là et comment du coup ça vient impacter l'ensemble des organisations de travail. C'est vrai que c'est une dimension importante. Le télétravail en fait partie aussi dans cette partie-là, mais c'est vrai que c'est un élément extrêmement fort. Mais pour toutes les femmes qui sont en dehors du champ du travail et qui sont dans une situation de vulnérabilité extrême, bien évidemment, c'est de notre devoir de citoyen de travailler sur ces éléments-là. Oui, Et peut-être pour compléter ce que vous dites, Colette, sur le champ du travail, on formule une préconisation qui est en lien à la santé et surtout les conséquences des violences faites aux femmes. Alors nous, on met un focus sur les jeunes femmes parce que je pense que elles sortent encore, je pense, un peu on en est convaincu du radar aujourd'hui. On a une vision violence faites aux femmes plutôt sur des femmes de plus de 25-30 ans, sauf que les couples aujourd'hui, il y a des jeunes filles de 16 ans qui sont déjà sous emprise et qui subissent des violences, et les jeunes LGBTQI+, c'est aussi une cible de notre avis. Et là, ce que nous portons, c'est une des préconisations que nous portons dans notre avis, c'est sur tous ces sujets-là de violence qui ont une conséquence sur la santé. On pourrait même y intégrer, et on l'a mis dans la vie, on le développe, les violences au travail, parce qu'il existe des violences dans le milieu du travail. Alors, connues ou pas connues, ou ressenties comme telles, mais en tous les cas des situations de violence, et on met un focus et on fait une préconisation sur la sensibilisation et la formation des professionnels. Alors là, je vais peut-être parler pour notre maison, Pascal, qui est celle de la mutualité, mais dans nos centres de santé, dans nos crèches, dans nos lieux d'accueil de la petite enfance, on a vraiment en tous les cas, moi j'essaye de décliner cette préconisation qui est de la sensibilisation des professionnels à la détection des professionnels de santé ou autres, à la détection des violences, parce qu'il y a des indicateurs dont peut-être on ne s'empare pas, parce qu'on n'a pas le temps ou on n'est pas formé, mais il y a là une urgence aussi à agir pour mettre tout en lien. Y a-t-il des demandes d'intervention à la maison? J'aurais donc, moi, avant de conclure, une dernière question. Ah oui, Madame Rodriguez. Allez-y. Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors moi, ce n'était pas une question, simplement une remarque que je voulais faire, quelque chose que je voulais partager avec vous toutes et entre nous tous aussi, puisqu'il y a des hommes. Voilà, je me suis rendu compte dans le télétravail qu'en fait, et j'étais assez surprise, je pensais que le télétravail allait quelque part libérer de l'image, vous voyez, du pouvoir de l'image dans les réunions habituelles en vrai, on va dire. Et en fait, en lisant différentes enquêtes, je me suis rendu compte que les femmes, nous étions beaucoup plus pénalisées encore, même avec un écran, que les hommes, hein. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que les reproches qui ont été faits aux femmes, alors qu'elles avaient de la confiture dans les cheveux parce qu'il y a les gosses à la maison et que bon, il faut combiner, voilà, notre vie quotidienne et nos charges, aussi si on est aidante et on a son papa et sa maman à charge, bon, c'est quelque chose de délicat, on nous reprochait encore notre image, ce qui est surprenant, donc c'est quelque chose à garder, enfin, surprenant. C'est plutôt, je pense, quelque chose à laquelle il faut veiller ensuite pour les managers, pour la formation des managers. Et l'autre point était le fait qu'on nous coupait aussi la parole tout autant qu'en vrai et que nous étions en fait en position de pouvoir nous exprimer jusqu'à ce que nous dépassions, dès que nous dépassons 6 personnes, 6 femmes dans le groupe, 6 personnes dans le groupe, nous ne pouvions plus nous exprimer, nous retournions à l'habituel, voilà, hein, on nous coupe la parole, c'est 3 fois plus. Voilà, je dis ça parce que je pense que pour le monde de demain, c'est peut-être un truc qu'il faut qu'on garde et voilà, qu'on n'oublie pas. Et je vous remercie. C'était juste en passant parce que c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et c'est vrai, et c'est vraiment, c'est tellement vrai, tellement vrai. Et on voit que les habitudes, on la vie dure. Madame Refait. Oui, je me permets d'intervenir. Donc, moi, je suis directrice générale de la SACICAT de Provence à Marseille. Et du coup, on fait partie de l'ESS en tant que promoteur coopératif.
Et moi, je voulais vous demander s'il y a un endroit, s'il y a une base de données quelque part, un accès pour trouver des administrateurs femmes. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont dans cette recherche. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas à qui s'adresser. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un, un endroit où on puisse, je dirais même moi, à titre personnel, je pourrais m'y inscrire pour être administrateur dans d'autres structures. Voilà, je trouve que il y a un vrai sujet sur cette question-là. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'endroit, mais Dominique a une réponse, enfin un semblant de réponse. Mais c'est vrai que cette question des femmes dans les instances de gouvernance, alors moi j'aime pas ce terme effectivement, trouver des femmes, chercher des femmes, parce que souvent les hommes ils disent oh, on a cherché, on n'a pas trouvé, donc on veut pas reprendre les mêmes choses, mais c'est effectivement compliqué dans nos instances différentes les unes les autres, on a toujours du mal. Et pourtant, nous sommes des femmes, nous savons quels sont les arguments, nous savons, et c'est pourtant pas toujours facile. Donc, il semblerait que... Oui, au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, il y a une délégation qui est à l'égalité femmes-hommes. Et cette délégation travaille, bien sûr, et soumet au Conseil supérieur de l'ESS un rapport triannuel. Et dans ce rapport triannuel, il y a l'évaluation du dernier rapport là, qui s'est terminé en 2020 et on travaille sur le rapport 2021, 2022, 2023. Et dans les préconisations et dans nos propositions, parce que j'y siège, on fait référence justement à cette base de données où toutes les familles de l'ESS mettraient en commun une liste de femmes, quelle que soit leur origine, coopérative ou autre, et puis on peut avoir des participations croisées pour qu'on puisse aller piocher, chercher dans ce référentiel et proposer à des femmes, elles acceptent ou elles n'acceptent pas, mais au moins on les rend visibles, d'être administratrices ou de devenir, de postuler pour être administratrice de telle entité de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est sur les aspects gouvernance et on essaye de faire de même sur le sujet des intervenantes dans les différents webinaires et tout, même si là, par réseautage, par réseau, on arrive à se connaître, mais on a aussi une vraie attention. Et puis, on a des organisations de l'ESS qui ont décidé, par exemple, d'appliquer assez strictement. Je ne participe pas à une conférence sur un plateau s'il n'y a pas parité. Voilà, moi j'en connais qui refusent. Dans notre domaine de l'ESS, une conférence organisée par tel ou tel, même hors ESS, je n'y vais pas. Je n'y participe pas s'il n'y a pas parité. Voilà, certains peuvent penser que c'est des gadgets, mais ce ne sont pas des gadgets. Parce que rendre visible et donc avoir des personnalités un peu référentes, je vais le dire comme ça, mais de pouvoir s'imaginer que c'est possible. Parce que voilà, moi je dis dans le réseau que je préside qu'il faut oser, mais pour les femmes, mais pour oser, il faut aussi qu'il y ait des images un peu portantes. Enfin voilà, inspirantes on dit. Inspirante. Il nous faudra d'ailleurs, nous, qu'on puisse approcher de la parité quand on va faire nos webinaires, parce qu'il y a de quoi. Oui, Madame Refait, et puis après, il y a Madame... Et du coup, je pense que dans cette base de données, il faudrait qu'il y ait une base de données hommes et femmes, en fait. Parce que ça me paraîtrait logique d'avoir les deux, en fait. Moi, j'abonde complètement dans votre sens, effectivement, parce que on a effectivement dans l'ESS, on a une représentation féminine extrêmement importante, puisqu'on est à 68% de femmes qui travaillent dans l'ESS, ce qui est quand même considérable. Mais, et du coup, on a à travailler sur ce rééquilibrage-là, mais on sait que dans les instances de gouvernance, même si on fait un tout petit peu mieux que dans l'économie classique, on reste encore très très en deçà et on est plutôt à 23-24% de représentation des femmes dans les instances de gouvernance. Et je sais que pour certains, et aujourd'hui, je vois à la CGSCOP, aujourd'hui, il est prévu de mettre en place un quota pour qu'effectivement, on arrive à 40% et à 50% d'ici le mandat suivant. Parce que sinon, si on ne le pose pas, je pense que ça ne se fera pas.
Enfin, c'est terrible d'en arriver à ça, parce que je suis absolument pas pro pour les quotas du tout, mais si on ne pose pas ces obligations, on ne permettra pas à des femmes d'y aller et d'oser le faire, parce que c'est oser. On a effectivement à la commission, on a travaillé là-dessus, sur comment effectivement oser s'engager et oser et s'autoriser à, parce que je pense que c'est essentiel. Mais après, on sait aussi combien la diversité apporte une autre richesse. Oui, c'est sûr, elle est jeune. Madame Essomba Nana, je pense que c'est madame parce que j'ai un prénom masculin et un prénom féminin. Non, c'est mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Bon, déjà, moi, je suis jeune étudiante, donc j'ai découvert votre association sur le net en passant la conférence. Ça m'a intéressé vu que les différentes questions d'égalité hommes-femmes m'intéressent. Et je voudrais vous remercier pour les enseignements instructifs que vous avez donnés. Il y a beaucoup d'aspects que j'ai pris, il y a des organismes que j'ai découverts tout au long de votre entretien. Mais j'aimerais souligner un point que peut-être, bon, ce serait un peu comme. Je vais dire un peu. Et moi, je vois l'impact du Covid différemment. Je dirais, je vois plus l'impact peut-être positif, entre guillemets. Parce que j'avais lu un article du World Economic Forum qui avait fait un sondage un peu sur les répercussions du Covid et j'avais travaillé là-dessus vu que je suis en école de management. Et justement, cette étude a montré que dans le long terme, le télétravail avantagera les femmes d'une certaine façon. Dans le sens qu'elles pourront dès à présent, comment dire, espérer peut-être évoluer hiérarchiquement parce qu'il y aura une meilleure balance de sa vie professionnelle et de sa vie familiale. Par exemple, aux États-Unis maintenant, il y a plein, je ne sais pas si bon, c'est pas où suivez l'opportunité, il y a maintenant des grandes entreprises, des entreprises Google et autres, qui voudraient maintenant faire passer, en fait, qu'on n'ait plus le format classique des 5 jours de travail, mais maintenant de 4 jours. Et je vois qu'à ce niveau, si on passe maintenant aux 4 jours, par exemple la femme, disons la femme qui est en télétravail, qui a des enfants à gérer, maintenant je pense qu'elle pourrait beaucoup mieux s'organiser là maintenant. C'est pas pour dire que de limiter la femme ou tâche ou quoi que ce soit, et je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait que les femmes étaient désavantagées par rapport à l'espace de travail. Ça, moi, j'ai vécu ça. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'avantages positifs. Par exemple, avec le système des 4 jours de travail, il laissera plus de temps à part. Et la femme, nous savons déjà que de nature, nous savons mieux nous organiser. Donc, c'est tout ce que j'avais à souligner. Donc, moi, par exemple, je vois beaucoup plus d'avantages au télétravail, à la digitalisation, et je pense que les femmes devraient vraiment tirer profit de la tournure qui que tout cela va prendre. Merci. Dominique a quelque chose à dire et moi je vais rebondir aussi sur votre intervention. Oui, je connais, il y a plein de propositions. C'est vrai que le rapport là, du Women's Forum du G7 est très très intéressant, même si, je me permets, il y a deux faces. Il y a une face réalité qui est celle quand même de dire qu'aux États-Unis, en termes d'égalité professionnelle, c'est presque là, sur la phase crise sanitaire, pandémie, il y a un recul de 30 ans, il y a des opportunités, et moi je partage ce que vous dites, il faut toujours voir les opportunités, et le télétravail, c'est un levier d'opportunité. Ça, je n'en doute pas. Pour un meilleur équilibre, parce que ne serait-ce que parce qu'on passe moins de temps dans les transports, parce que pour la santé il peut y avoir des points positifs.
Oui, si, et là moi je me permets de vous interpeller, vous qui êtes jeunes, si vous veillez à ce que tout ce qui est conditions de mise en place du télétravail soit bien analysé avec leurs impacts positifs et négatifs. Donc j'appelle votre vigilance là-dessus. Ne vous laissez pas imposer le télétravail sans avoir en amont négocié dans la mise en place du télétravail, que ce soit 2 jours, 4 jours ou comme ça, négocier de façon très claire, de façon très précise les conditions de ce télétravail. Et pour que les conditions soient les meilleures possibles et égales entre les femmes et les hommes, par exemple, de faire embarquer par l'employeur une meilleure prise en charge, une meilleure rémunération de la garde des enfants. Ou alors je dis garde des enfants, mais aussi peut-être soutien scolaire aux enfants. Et peut-être, comme ça, sous forme de clin d'œil, demander aussi, ou inquiétez-vous parce qu'il y a aussi des couples, bien entendu, à être peut-être à travailler sur la parentalité et comment on conjugue enfants, couple même sans enfants, ce télétravail à 2, et comment on fait qu'il y ait des vraies cloisons étanches entre le travail et la vie personnelle. Parce que malheureusement, ce qu'on a pu voir dans cette accélération du télétravail, en fait qu'on n'avait pas du tout prévu, c'est la porosité entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc oui, il y a des opportunités, mais il y a un certain nombre de prérequis sur lesquels je vous appelle à être des ambassadrices et des ambassadeurs, vous les jeunes, parce que le télétravail a aussi des effets en termes environnemental, d'éviter des déplacements et tout ça, mais il y a des prérequis et je pense qu'il faut que ces prérequis soient bien inscrits et dans les mentalités et dans vos accords, dans vos contrats de travail. Il est vrai, en complément, et avant de conclure, sur cette question-là, oui, les États-Unis sont beaucoup sur 4 jours par semaine, notamment Google et d'autres, parce qu'ils estiment que quand on est efficace au travail, on n'a pas besoin d'être là 5 jours, 4 ça suffit. Et effectivement, moi je ferai un parallèle avec la réduction du temps de travail en France. Les chiffres l'ont montré, quand il y a eu les RTT, hommes et femmes avaient droit aux RTT. Sauf que hommes et femmes n'utilisaient pas les RTT de la même manière. Donc les femmes, elles avaient eu leur temps domestique augmenté par les RTT. Alors que les hommes, leur temps de RTT était pour leur loisir. Donc c'est en ça où j'irai en complément de ce que disait Dominique Joseph, c'est-à-dire que oui, ça peut être des leviers, mais attention à ce que ça ne se retourne pas contre les femmes et que ça ne soit pas, du coup, les femmes ont un petit peu plus de temps pour s'occuper de la maison, des enfants, donc on leur laisse un peu plus. Parce qu'il y a toujours cette tendance à reglisser dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'on a gagné des choses, on les a reperdues après d'une manière ou d'une autre assez vite. Donc oui, c'est des super opportunités, mais attention, il faut bien rester vigilante. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention, parce qu'effectivement, c'est un sujet aussi qui est extrêmement intéressant. Merci à vous pour votre participation. Sachez que vous pouvez donc revoir ce webinaire en replay. Faites-le diffuser d'ailleurs dans vos réseaux, sur le site de la CRES, vous aurez donc accès à ce replay. Pour vous dire aussi que notre prochain webinaire, je veux bien que tu cliques sur la dernière diapo, que le prochain webinaire aura lieu fin novembre, ce sera sur les violences faites aux femmes, puisque le 25 novembre, vous savez que c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc vous allez sur le site de la CRES, www.crespaca.org, et puis après vous pouvez avoir accès aux informations via le volet commission égalité, via autrement de toute façon sur la CRES. Vous pouvez retrouver notre replay. Merci beaucoup. Merci Dominique d'être venue jusqu'à nous. Merci. Pour nous parler donc, du CESE. Je vous rappelle l'avis du CESE que vous pouvez trouver sur notre site. Il est téléchargeable. Et puis, vous avez aussi sur le site de l'UDES, merci Colette d'être intervenue sur le site de l'UDES, vous avez également le guide pratique qui est téléchargeable. Merci à vous, je vous souhaite une très belle journée et puis à très bientôt. Au revoir.